Oui, donc merci pour cette invitation, hein, c'est un plaisir de revenir. Donc oui, comme ça a été dit, hein, ce café histoire, il fait écho à l'exposition actuelle sur l'or, autant qu'à un contexte malgache qui est aussi très actuel, hein, qui est celui des scandales un peu récurrents qui entourent le métal précieux, hein, que ce soit le vol au ministère des Mines, etc. Et donc, vous savez, il y a plusieurs tonnes, hein, qui pourraient être exportées illégalement de l'île, selon la Banque mondiale. Et ça a donné lieu à tout un tas de scandales et d'articles, par exemple l'interdiction des valises à roulettes, les ordinateurs portables en cabine, etc. C'est des choses que vous connaissez. Et cette fascination pour l'or, et à Madagascar, hein, remonte assez loin, c'est-à-dire qu'on pourrait la faire remonter aux marins européens, hein, qui faisaient de Madagascar le pays de l'or. Flacourt, il parle déjà de mines d'or au milieu du XVIIe siècle. Hein. Et bon, vu qu'on a parlé de pirates lors du dernier Café Histoire, hein, on pourrait même parler de l'or qui a été apporté par tous ces pirates sur l'île et qui a alimenté énormément de fantasmes. Et donc tout ça, cette fascination pour l'or, hein, elle correspond surtout plus généralement à des fantasmes importants qui entourent l'île, hein, durant tous ces siècles et qui font de Madagascar un nouvel Éden aux incroyables richesses. Donc ça n'a pas beaucoup changé jusqu'à présent. Et la première véritable exploitation aurifère, hein, c'est celle dirigée par Léon Suberby, initialement pour le compte du royaume de Madagascar dans les années 1880, hein, dans le nord-ouest de l'île. Et d'ailleurs, en 2019, il me semble qu'il y a eu un café histoire qui a présenté les recherches de Yannick Boulet, qui est parti sur les traces des vestiges de Suberbiéville. Hein. Il a écrit un ouvrage à la recherche de Suberbiéville, cité perdue à Madagascar. La fameuse ville qui a été créée autour des placés, et avant que la compagnie minière qui est créée en 1895 ne s'effondre peu de temps après. Ça, c'est assez récurrent à Madagascar, comme on va le voir avec Mortage. Et donc, en fait, à la suite de Léon Suberby, il y a eu énormément de chercheurs d'or à Madagascar, alors plus ou moins importants, hein, qui se succèdent sur l'île. Par exemple, il y en a un que vous ne connaissez certainement pas, hein, mais qui s'appelle Louis de Langotier, qui est un chercheur d'or parmi d'autres à Madagascar, entre 1907 et 1908. Et pourquoi je vous parle de lui? Puisque, en fait, son journal et ses photographies ont été mises en ligne, donc sur le lien qui s'affiche. Et c'est un document qui est extrêmement précieux, puisqu'il décrit comment se passe la recherche de l'or à Madagascar, le matériel, le personnel, le fait qu'ils ne trouvent pas d'or non plus, mais ça c'est assez fréquent. Et surtout, il y a énormément de photographies, il y a presque 150 photographies. Donc ça, c'est vraiment un témoignage très précieux que je vous encourage à lire sur Internet. Donc certains trouvent de l'or, beaucoup n'en trouvent pas. Et un grand nombre aussi déclenche d'importants scandales financiers. Il y en a beaucoup, hein, durant les années 1900, puisqu'il y a énormément de spéculations sur des placés qui n'existent pas. Et donc cet intérêt pour l'or, il est à la fois lié aux projections européennes fantasmées de Madagascar, hein, dont je parlais, mais correspond aussi à un contexte qui est plus international, qui est celui des ruées vers l'or mondial concomitantes. Donc ça va être la ruée vers l'or du Klondike ou du Transvaal en Afrique du Sud, hein. Et aussi à l'expansion coloniale, mais on va y revenir. Et donc il y a à la fois un contexte international et cette fascination pour Madagascar comme un inventaire colonial de ressources inépuisables. Et donc de tous ces chercheurs d'or, après Léon Suberby, ou en même temps que tous ces chercheurs d'or plus ou moins obscurs, hein, Alphonse Mortage, c'est certainement le plus connu d'entre eux. Hein. Et il nous a laissé un témoignage écrit qui s'appelle Anecdotes et souvenirs vécus, qu'il a écrit en 1938. Et il a aussi laissé une véritable mémoire de son passage à Madagascar, enfin de sa vie à Madagascar. Hein. Et Alphonse Mortage, il est intéressant puisqu'il illustre parfaitement ce que fut la recherche de l'or durant ces années. Et en découvrant, ou en redécouvrant ce personnage, hein, que vous connaissez peut-être, hein, en fait, il s'agit de questionner l'extractivisme de cette période, hein, mais aussi d'interroger la figure du pionnier et le mythe de l'aventurier qui est très répandu à Madagascar, hein, Flacourt, Laborde, tous ces Français en l'occurrence que vous connaissez. Hein. Et donc, sans plus tarder, hein, je vais revenir sur cette vie d'Alphonse Mortage. Hein.
dans laquelle, enfin, c'est cette vie que j'ai présentée ici du coup dans l'édition que je viens de publier de ces mémoires, qui paraît en ce moment en France, qui j'espère sera prochainement à Madagascar. Hein. Donc Alphonse Mortage, initialement, il vient d'un chercheur d'or. Il passe son enfance dans le Roussillon, dans les Pyrénées-Orientales, dans le sud de la France, à Néfiac, un petit village près de Perpignan. Il vient d'une famille il est le benjamin d'une fratrie de 7 enfants, hein, donc, dont 5 meurent prématurément, dont son frère, qui est capitaine au long cours hein, lorsqu'il a 10 ans. Et le contexte est celui des premières décennies de la Troisième République, qui sont marquées par la laïcisation de la vie publique et aussi de l'éducation, hein, et qui annonce la loi de séparation de l'Église et de l'État de 1905. Donc il y a des affrontements très vifs hein, dans les Pyrénées-Orientales, qui ont une très forte identité catholique. Et Alphonse Mortage est inscrit par sa mère à l'école du Sanctuaire, qui est donc la maîtrise de la cathédrale de Perpignan, pour devenir prêtre. Et d'ailleurs, si on jette un œil à la liste des premiers inscrits de cette école, hein, il est indiqué, donc au sujet de la création d'école, « N'oublions pas qu'à l'époque où nous sommes, contribuer à faire un prêtre, c'est consoler l'Église, notre mère, au jour de l'infortune et défendre une cause sacrée, c'est travailler pour les âmes et assurer l'avenir, c'est en un mot sauver le monde. » Et parmi les principales conditions d'admission hein, figure le désir sérieux d'être prêtre. Et donc cette scolarité, elle imprègne durablement Alphonse Mortage, même si elle va être très courte, hein, vous allez le voir. Et dans ses mémoires, il y a énormément de locutions latines, qui sont parfois inattendues. Hein. Il y a énormément de références à des passages bibliques. Et il y a certains traits de caractère, hein, ou certains de ces actes qui sont évoqués, qui confirment cette importance de cette scolarité. Hein. Il va financer le carrelage de la cathédrale de Diego Sorez, on y reviendra. Il a des opinions aussi parfois un peu royalistes. Et il a aussi un très grand sens de l'autodérision, puisque la partie des mines de Landavocker qui fournira le plus d'or s'appellera Saint-Alphonse. Et donc Alphonse Mortage ne passe que 18 mois à l'école du Sanctuaire, puisqu'il fugue en 1881. Il écrit hein, dans ses mémoires « Être enfermé entre 4 murs, c'était rudement monotone ». Et en fait, surtout, il explique, hein, je le cite, « L'idée de naviguer hantait depuis longtemps mon jeune cerveau, ayant eu un frère capitaine au long cours, commandant sur les grands voiliers qui mourut en mer de la fièvre jaune contractée à Rio de Janeiro, avec qui je devais embarquer comme mousse à son retour. Sa mort fut la cause que je ne pus réaliser pour un temps le rêve que je courais depuis longtemps. » Et donc Alphonse Mortage, à 10 ans, hein, plus qu'un frère, en fait, il perd un véritable modèle. Donc il faut dire qu'il y a un contexte assez régional qui pousse Alphonse Mortage à fuguer et à se diriger vers la ville marin. C'est que le Languedoc et le Roussillon, c'est des très anciennes terres viticoles, hein, et que les vins méridionaux connaissent au XIXe siècle un essor totalement fulgurant, grâce à la révolution des transports ferroviaires et maritimes, hein, avec notamment la transition de la marine à voile, à celle à vapeur. Et d'ailleurs, si on regarde les deux cartes postales à droite hein, de Marseille, on voit bien le vieux port, en haut à droite, avec ses balancelles et ses voiliers, et le bassin de la Juliette, beaucoup plus récent, hein, où là, il y a les grands paquebots, et on voit cette modernité qui est en route. Hein. Et donc, ces vins, qui sont produits en masse hein, durant la seconde moitié du XIXe siècle, hein, structurent l'économie de la région, et c'est à ce moment-là qu'apparaît le beer. Là, vous avez une publicité assez drôle en bas à gauche, hein, qui va être un apéritif du Roussillonnais, qui va devenir, dans les années qui suivent, hein, l'apéritif le plus vendu au monde. Et donc, dans la Méditerranée occidentale, hein, vous avez des balancelles et énormément de petits navires hein, qui sillonnent ces eaux, qui transportent des tonneaux de vin, et tout ça à quelques kilomètres seulement de Néfiac. Et à Madagascar, hein, des années plus tard, Alphonse Mortage il va conserver la mémoire des paysages de son enfance. Hein. Il va nommer ses concessions minières, par exemple Néfiac, donc le nom de son village natal, le Roussillon, ou encore le Canigou. Le Canigou, c'est le nom d'un sommet des Pyrénées-Orientales qu'on voit depuis Néfiac. Et le Canigou, ce sera aussi le nom de son bateau de pêche à Diego. Ce sera aussi le nom de plusieurs de ses propriétés foncières à Diego ou à Geoffreville. Donc ce paysage de son enfance, il est très important et il explique beaucoup de choses par la suite. Et donc au-delà de ce contexte régional, hein, il y a aussi un contexte
mondial, qui est celui de la maritimisation sans précédent du XIXe siècle. C'est-à-dire que la révolution industrielle a entraîné la multiplication et l'accélération des mobilités. Hein. Vous avez la première traversée transatlantique à la vapeur en 1838, vous avez l'inauguration du canal de Suez en 1869, vous avez la naissance des grandes compagnies maritimes, des marchandises qui s'accumulent sur des villes portuaires de plus en plus importantes, des empires qui créent des ports bien outillés aux quatre coins du globe, hein, et dans ce cadre-là, de nouveaux territoires qui émergent. Ça va être Aden en 1838, Hong Kong en 1842, Obock en 1862 qui deviendra Djibouti, et même Diego en 1885, mais on va y revenir. Et donc en fait, grâce à différents capitaines qui ont navigué avec son frère, Alphonse Mortage, il devient mousse, donc il devient apprenti matelot, et il prend le large à l'âge de 13 ans. Donc il a définitivement mis fin à sa carrière de prêtre. Et donc d'embarquement en débarquement, il va sillonner les mers, je vous montrerai une carte. Il va découvrir deux grandes villes portuaires très cosmopolites, Marseille, dont là vous avez deux vues, et Aden aussi, au Yémen, qui vont devenir ses ports d'attache. Hein. Et dans ces ports, il sera toujours assuré de trouver un embarquement. Et donc progressivement, dans les années 1880 et 1890, il s'intègre par le bas au flux maritime de cette mondialisation que j'évoquais. Et ces mémoires dévoilent les noms de grandes compagnies commerciales de ce temps. Ça va être la firme des frères grecs Raleigh Brothers, qui est très implantée dans l'Empire britannique. Ça va être Kovasji Dinshaw, qui est une compagnie très importante à Aden et en Afrique de l'Est. Mortage découvre Bombay, qui connaît un essor fulgurant depuis le boom du coton dans les années 1860-1870, et qui devient, comme il le dit dans ses mémoires, la tête de ligne de tous les paquebots postaux qui viennent y apporter le courrier, les marchandises venant d'Europe et les passagers pour toute l'Inde. Et en fait, que ce soit en naviguant avec la marine de guerre, puisqu'il y avait encore le service militaire, ou sur les paquebots des messageries maritimes, l'imaginaire géographique d'Alphonse Mortage, il reste strictement impérial. C'est-à-dire que chacune des escales qu'il fréquente sont imposées par des lignes maritimes dont la construction est parallèle à celle des empires coloniaux, qui sont en pleine expansion, vous savez, durant les années 1880-1890. Ainsi, s'il découvre Diego Suarez en 1896, c'est au moment de l'annexion de Madagascar par la France. Donc, il voyage beaucoup, énormément, mais ces voyages sont contraints par l'expansion des empires coloniaux. Donc, quelques vues de son voyage, avant que je revienne par la suite. Canal de Suez, très important. Et quelques vues. Donc, quand il va s'engager dans les messageries maritimes, il va être affecté principalement dans l'océan Indien et sur la ligne d'Extrême-Orient. Donc, il va aller à Shanghai, il va aller à Yokohama. Aden, qui est donc à la sortie du canal de Suez, va devenir un de ses principaux ports d'attache. Donc, que ce soit en allant de Madagascar à Marseille ou de Yokohama à Marseille, il passera toujours par Aden. Et il raconte aussi dans ses mémoires, j'ai pas le temps d'y revenir, mais son passage dans la marine de guerre, où il est affecté en Nouvelle-Calédonie et dans le Pacifique, et donc il sert sur les cuirassés, à la fois en Méditerranée, mais aussi surtout dans le Pacifique. Il va s'installer en Inde aussi, donc après avoir été marin pendant une dizaine d'années, sur un coup de tête qui décrit dans ses mémoires, j'ai pas le temps d'y revenir aussi, mais il décide de s'installer en Inde en 1891, il va y rester 5 ans, et il va effectuer tout un tas de métiers divers et variés. Il va être gestionnaire des cuisines du plus grand hôtel de Bombay, le Watson Esplanade Hotel, que vous voyez sur la carte postale en haut à gauche. Donc c'est l'hôtel en bas à droite de cette carte postale en haut à gauche. Ensuite, il va quitter ce poste pour devenir gérant d'hôtel dans les stations d'altitude de l'Inde britannique, à Simla et à Mussoorie, sur la chaîne de l'Himalaya. Et puis il va quitter ce poste pour devenir gérant d'un buffet de gare à côté de Benares, à Mughal Sarai. Et enfin, après tout ça, il va devenir chauffeur de locomotive pendant un peu moins d'1 an. Donc on voit que cette idée d'aventure
et la bougeotte, comme il le dit, elle est très présente, à la fois dans sa vie de marin et dans cette vie qui mène en Inde. Et donc aux femmes du village qui demandaient à sa mère ce qu'elle allait faire de lui, parce qu'elles étaient un peu désespérées, l'enfant Alphonse leur rétorquait toujours, il écrit dans ses mémoires, « Chantez, chantez toujours, si vous attendez que j'apprenne ces métiers-là », donc il parle de menuisier, cordonnier, maréchal ferrant, « vous attendrez longtemps ». En fait, sa réponse était toujours la même, « je veux être marin ». Et plus tard, depuis les ponts des navires, adolescent puis jeune adulte, Alphonse Mortage ne cesse d'espérer de nouvelles escales. Il écrit dans ses mémoires « J'allais voir de nouveaux pays, ce qui était ma marotte, avant de multiplier les expériences coloniales, on l'a dit, hôtelier, chauffeur de train, sans savoir pour quelle cause, et il écrit dans ses mémoires « La bougeotte aidant ». En fait, en guise de bilan, dans sa préface, il indique « Depuis mon jeune âge à ce jour, j'ai vécu une vie assez aventureuse, ayant parcouru les 5 parties du monde. » Donc là, c'est une des cartes du livre, et vous voyez qu'en effet, vous avez tous les noms qui apparaissent sont des noms qu'il a vus ou qu'il cite dans ses mémoires. Et donc, il y en a énormément, d'autant plus que dans le livre, j'avais fait 3 autres cartes, une plus précise de la Méditerranée, une autre de l'Inde et une autre de Madagascar. Et vous voyez que c'est ça, en l'espace d'une dizaine d'années, il a en effet sillonné énormément de ports et fréquenté beaucoup des lignes maritimes de ce temps. Et donc, dans ses mémoires, tout en faisant comprendre au lecteur que l'essentiel de sa personnalité ne s'est pas construite à Madagascar, Alphonse Mortage ne développe pas les motivations profondes de cet itinéraire assez sinueux. C'est-à-dire qu'il n'explique pas pourquoi il a voulu devenir chauffeur de locomotive, gérant d'hôtel ou marin. En fait, elles sont assez évidentes. C'est que ce caractère aventureux, comme il le dit, c'est le signe distinctif d'une époque, à savoir celle de l'expansion coloniale et de la construction d'une culture impériale. Et donc, quand Alphonse Mortage rêve de la mer, en fait, Jules Verne publie Le Tour du monde en 80 jours, on est en 1872, il a 6 ans. Quand il admire le réseau ferroviaire du Raj britannique, Rudyard Kipling publie Le Livre de la jungle en 1894, c'est l'année où il devient chauffeur de locomotive, justement. L'Inde, qu'il entrevoit, c'est celle de l'apogée de l'ère victorienne. En 1897, la reine Victoria, elle fête son jubilé de diamant, c'est 60 ans de règne, et c'est vraiment le symbole de la suprématie britannique sur le monde. En 1889, vous avez l'exposition universelle de Paris, qui manifeste la puissance et le rayonnement des empires coloniaux. Bref, en fait, dans ce cadre, ce qui est vraiment important à noter, c'est qu'on ne part pas sans raison, même indicible, à la recherche de latex ou d'or aux confins du monde. Et donc c'est au moins à la lumière d'un triple contexte, à la fois familial, régional et impérial, qu'il faut lire les souvenirs de Mortage et qu'il faut revenir sur les débuts de son parcours. Parce qu'au contraire de ce qu'on a pu dire, de ce qu'ont pu dire les malgachisants sur Alphonse Mortage, qui ne se sont intéressés en fait qu'à la partie malgache de sa vie, en fait il faut souligner qu'à Madagascar, Alphonse Mortage ne fait que réinvestir ses expériences précédentes indiennes ou de sa vie de marin. Donc, après ce très bref résumé de la vie de Mortage avant son arrivée à Madagascar, on va maintenant passer à son arrivée, à sa dite arrivée à Madagascar. Donc en 1800, après son départ d'Inde, en 1896, Inde où il aurait voulu rester, mais vous avez la grande peste de Bombay en 1896 qui le contraint à partir, Alphonse Mortage n'a plus rien, n'a plus d'argent, n'a plus de métier, et décide de redevenir marin. Il se trouve que 1896, c'est, vous le savez, l'annexion de Madagascar, et qu'une nouvelle ligne maritime est ouverte par les messageries maritimes vers Madagascar. Et dans ce cadre-là, il est affecté à Diego Sorez, un port qui existe depuis 1885, qui a été fondé par les Français, et qui reste encore, durant cette période-là, un des principaux ports de l'île. Et il se trouve que, et donc il arrive par le Djemna, c'est le navire que vous voyez sur cette carte postale, qui est un paquebot des messageries maritimes assez important, puisque pour Diego, pour les habitants de Diego, puisque c'est le navire qui va faire le lien entre la France et Diego durant presque 20 ans. Donc le Djemna, c'est presque un quartier flottant de Diego. Et il se trouve qu'en 1896-1897, Diego
et un port qui a perdu énormément d'importance suite à la colonisation de l'île. Mais Alphonse Mortage, ça va être un peu l'histoire de sa vie, hein, arrive à point nommé, puisque en 1898, Diego Suarez est nommé point d'appui de la flotte, donc point d'appui stratégique de la flotte, dans le cadre suite à l'incident de Fashoda, c'est-à-dire que la France craint d'entrer en guerre contre la Grande-Bretagne et décide d'équiper tout un tas de bases navales autour du monde, dont Diego Suarez. Et donc, à Diego, entre 1898 et 1904, vous allez avoir l'arrivée de plusieurs milliers de militaires et vous allez avoir des chantiers immenses qui vont concerner l'aménagement du port et aussi la construction plus généralement de la base et de toutes les fortifications qui sont encore visibles autour de la baie. Donc là, vous avez quelques vues de Diego, du port en haut à gauche, et surtout l'arsenal en bas à droite. Les garnisons, donc vous avez énormément de vues des militaires, il y en a presque 9000 au maximum. Et évidemment, Diego, durant ces années-là, va devenir la principale base française militaire de l'océan Indien, et aussi une vitrine militaire de la France dans la région, et qui illustre très bien la carte postale en haut à droite, la tournée du gouverneur général avec les rues pavoisées et les uniformes coloniaux, etc. Donc durant ces années-là, Alphonse Mortage, qui se trouve à Diego de manière assez hasardeuse, va profiter de l'arrivée des militaires pour s'installer en ville et en tirer profit. Donc ce qui est très important à noter, c'est que entre 1899 et 1908, suite à l'arrivée des militaires, la population urbaine de la ville, qui est très cosmopolite, va être multipliée par 7, et que ça va profiter à tout un tas de commerçants, puisque ces militaires, il faut les approvisionner, il faut les loger, il faut leur fournir les matériaux pour construire la base, etc. Et donc vous allez avoir un afflux de commerçants et de migrants plus généralement à Diego dans ce cadre-là. Vous allez avoir des marchands grecs, Margarinos en haut à gauche, des marchands indiens, chinois, la famille Kassam Chemai en bas à droite, qui est toujours présente à Diego, la rue Colbert, qui tracée quelques années avant, mais qui va devenir une artère économique assez impressionnante, la création du marché de Diego. Et donc, vous allez avoir énormément de marchands, comme ceux que je viens de citer, qui vont faire fortune dans ce cadre-là. Alors évidemment, ça va être comme l'or, il y en a beaucoup qui vont faire faillite, il y aura de nombreuses désillusions. Et il ne faut pas cacher aussi que ce développement de la ville reste colonial, c'est-à-dire que vous avez toujours la séparation entre une ville européenne et une ville dite indigène, donc Talombo. Et donc dans ce cadre-là, Mortage, les archives le mentionnent pour la première fois en 1900 comme hôtelier, donc un métier qu'il connaissait puisqu'il était hôtelier en Inde. Entre 1899 et 1900, il gère un café-restaurant, l'hôtel des messageries maritimes. En 1901, il est patron d'un bateau de pêche, le Canigou justement. Et comme beaucoup d'autres, il saisit l'occasion de cette arrivée de militaires pour devenir négociant en gros et en détail. Il est fournisseur des compagnies de navigation. Donc si vous lisez le guide annuaire de 1902, vous avez Mortage, fournisseur des paquebots des messageries maritimes, de la compagnie havraise et des chargeurs réunis, ainsi que de l'hôpital militaire. Monsieur Mortage importe des pommes de terre et des légumes frais de France ou de la Réunion. De plus, pour satisfaire à ses commandes de viande, d'animaux de basse-cour, de fruits et de légumes, Monsieur Mortage a entrepris l'élevage et installé de nombreux potagers. Donc vous voyez, c'est encore une nouvelle vie pour ce Mortage. Et donc, bien que sa situation elle est confortable, ce n'est pas le principal négociant de la ville. Il y en a beaucoup d'autres qui sont beaucoup plus importants. Mais ce qui se distingue dès ces premières années, c'est son habileté à tisser des réseaux. Et donc, par exemple, Joffre, qui est le commandant du territoire militaire, qui est la personnalité la plus importante de Diego, va être son témoin de mariage en 1900, alors qu'ils n'ont aucun lien auparavant. Alors les deux sont roussillonnés, ça crée des rapprochements évidemment, mais Mortage a vraiment une habileté à nouer des réseaux. Et donc en 1902, il est membre de la Chambre consultative de commerce. Il habite à côté du marché, il gère le cercle français en 1904, et donc il est au cœur du centre des affaires.
Et bon, j'en profite aussi pour citer un épisode que vous connaissez peut-être, c'est le passage de la flotte russe entre fin 1904 et début 1905. Pourquoi? Puisque Mortage, alors, le passage de la flotte russe, c'est 1904-1905, vous avez la guerre russo-japonaise, et l'Empire russe envoie sa flotte de la Baltique secourir Port Arthur, qui est encerclé par les Japonais. Et donc la flotte va faire un périple de plusieurs mois en maritime, va contourner le cap de Bonne-Espérance, et il va faire une escale de plusieurs mois à Madagascar avant de rejoindre la Mandchourie, où la flotte va être totalement décimée. Et par exemple, hein, puisqu'il en parle beaucoup dans ses mémoires, ça va être un exemple typique de la manière dont Alphonse Mortage arrive à nouer des relations et à tirer profit, hein, de chacun de ces événements, puisque c'est lui qui va ravitailler la flotte russe en vodka, il va créer un bar avec des tables de billard, enfin, c'est un passage qui est très très drôle dans les mémoires, sur lequel je ne peux pas m'appesantir, mais que je vous encourage à lire. Sauf qu'en 1904, Diego Suarez, en fait, perd de son intérêt stratégique, puisque vous avez des traités qui sont signés entre la France et la Grande-Bretagne. Donc il n'y a plus cette crainte d'un conflit ouvert entre ces deux puissances, ces deux empires. Et donc beaucoup de militaires repartent, beaucoup des intérêts économiques de la ville en fait, partent avec eux. En plus, la fortune qu'il avait faite auprès des Russes, il la perd au cours d'un naufrage. Et bref, en 1905, il est, comme il le dit, il redevient un gros Jean comme devant, c'est-à-dire sans le sou, et donc il est à la recherche de nouvelles opportunités. Et comme souvent aux colonies, hein, les administrations appliquent des politiques incitatives pour mettre en valeur les territoires occupés et en tirer autant de bénéfices possibles. Donc vous avez des guides notices qui sont régulièrement distribués aux immigrants ou aux colons inactifs pour les orienter vers des emplois d'exploitants agricoles ou industriels. Et donc c'est peut-être à la lecture, suite à des discussions, à la lecture de coupures de presse, hein, qu'Alphonse Mortage décide de se lancer dans la culture du caoutchouc sylvestre. C'est l'essor de l'industrie du pneumatique, hein, qui fait suite à la découverte du processus de vulcanisation au milieu du XIXe siècle, et surtout l'invention du pneumatique par Dunlop en 1888. Donc Alphonse Mortage, qui est vraiment adhère à cet imaginaire global du colon entreprenant, hein, emploie des indigènes à la recherche d'arbres à caoutchouc dans la région. Et au même moment, vous avez d'autres colons qui, eux, ne cherchent pas du caoutchouc, hein, mais ont entendu parler de la ruée vers l'or du Klondike au Canada ou de celle du Transvaal en Afrique du Sud, hein, qui se lancent dans la prospection. Et c'est assez drôle parce qu'avec le recul des années, Alphonse Mortage, dans ses mémoires, il revient ironiquement sur cette période, sur ces inventaires coloniaux qui prêtent au sol de l'île toutes les ressources imaginables. Hein. Il écrit dans ses mémoires: la géologie de Madagascar a changé plusieurs fois selon les époques. Quand je suis arrivé dans la colonie, on disait que Madagascar était une immense brique à cause de ses gisements de latérite. Vint le graphite, on la compara à un immense crayon. Il s'en est fallu peu qu'on la compare à une non moins immense pépite pour épingle de cravate. Reparti à la recherche de cet or qu'il avait autrefois rendu riche immensément, et poursuivant inlassablement sa chimère, il espérait trouver un autre galet pareil à celui qui était si lourd qu'il avait cassé pour voir, et dont il disait avec un constant émerveillement que sa tranche était jaune comme un gâteau de maïs. Entre deux prospections, hélas, désormais toujours vaines, il aimait évoquer sa splendeur d'antan, et c'était passionnant pour les hôtes de ce petit hôtel de brousse où il venait se reposer par intermittence. Et donc, Alphonse Mortage, là vous avez une photo de lui autour des années 1940, sur la fin de sa vie, près d'Ambiloubé, décède en 1944 dans plus total, dans un certain délaissement, et dans l'oubli le plus total. J'ai même eu du mal à retrouver dans les archives les traces de son décès, son acte de décès, etc. Par la suite, ce qui va être intéressant autour de cette figure de Mortage, c'est qu'elle va donner lieu à énormément de réécriture. Donc sa vie va donner lieu à énormément de réécriture. Alphonse Mortage, ça va, après avoir été un modèle colonial, celui du colon entreprenant, va devenir le modèle du mauvais colon, ou du colon décivilisé, hein, pour reprendre le nom d'un classique du roman colonial, le Décivilisé, publié en 1923 par Charles Renel, et qui mettait en scène un instituteur français qui était venu tenter sa chance à Madagascar comme prospecteur. Et par la suite, même à partir des années 30,
Alphonse Mortage, ça va devenir l'industriel qui a échoué à Madagascar, comme beaucoup d'autres qui citent auparavant, Léon Suberby, Paul Le Camus, dont il parle beaucoup, qui était aussi à Diego d'ailleurs, puis à Nocibé. Et il y a vraiment, j'ai pas le temps d'y revenir, je pourrais y revenir dans les questions si vous voulez, mais il y a énormément de récits sur la vie d'Alphonse Mortage qui le mettent en scène vraiment comme un contre-modèle colonial. À côté de ça, sa vie elle est aussi romantisée, et donc on écrit si le propriétaire de l'hôtel des mines avait découvert les mines d'or, ce serait grâce à une femme en tancarde qui lui caressait le front et les joues avec de la poussière aurifère. Et il y a une certaine légende en fait qui se crée autour du Papa vous l'amène. Là j'en cite une, j'ai plein dans le livre, mais au début du siècle, vers 1905, vous verrez cette réécriture de sa vie, elle est très intéressante. Au début du siècle, vers 1905, un colon nommé Mortage vivait avec une femme malgache, ce qu'il faut, une Ramatou dont le fils avait autrefois travaillé dans les mines d'or de la Reine. La femme malgache confia le secret à son mari, et un beau matin, Mortage quitta Diego pour Andavaquer, petit village au pied des premiers contreforts du massif de Tsaratanam. Plus personne n'entendit parler de lui, jusqu'au jour où il est réapparu en ville, plus miséreux d'aspect que jamais, en guenilles, chaussé d'espadrilles en lambeaux, mais porteur d'une corbeille de fibres tressées dans laquelle, sous quelques feuilles de légumes, était dissimulée une vingtaine de kilos d'or. Plusieurs fois il reprit, toujours à pied, le chemin de l'Eldorado avant de s'installer à Diego, où il se fit édifier un superbe hôtel particulier. Les réceptions y étaient somptueuses, la chair et les vins excellents. On raconte même que lors d'un voyage en France, Mortage affréta pour son usage personnel un train spécial pour se rendre de Marseille à Paris, tout comme un nabab oriental. Bien entendu, de telles libéralités l'obligeaient rapidement à reprendre le chemin d'Andavaquer, et l'aventure recommença jusqu'au jour où, totalement ruiné et délaissé de tous, il s'éteignit dans la misère. L'amour, la fortune, la ruine, l'histoire de Mortage avec son début de conte de fées ne sort pas du répertoire classique de l'aventure. Aujourd'hui, il n'en demeure plus à Diego Sorès que cet hôtel des mines, merveilleusement situé en bordure de la baie. Les placés d'Andavaquer, une société a tenté par la suite une exploitation industrielle, n'ont pas confirmé les espoirs que l'on plaçait en eux. L'aventure ne se laisse pas facilement civiliser. Et en fait, ce qui est très drôle, c'est que vous avez ce mythe de Papa vous l'amène, qui était plutôt amélioratif, qui visait à promouvoir cette figure de Mortage, à Diego, va devenir une sorte de figure classique du roman colonial, à la fois comme colon décivilisé, mais aussi comme une aventure exotique, romantique, etc. Et Mortage, s'il écrit ses mémoires, s'il rédige ses mémoires en 1938, c'est aussi contre ces réécritures de sa vie. Il écrit « Ce récit fait de moi un héros de la brousse presque légendaire, et j'ai presque le regret d'enlever aux lecteurs qui ont lu le récit tel qu'il est écrit tout le plaisir qu'il dure éprouver à sa lecture. Mais ce récit est un peu trop romanesque. Je n'ai jamais bougé comme un sanglier dans une hutte, mangé un peu de riz et de poisson sec, m'habillant à la malgache. » Oui, parce que dans les descriptions, dans d'autres récits, il a vécu 20 ans dans une grotte, etc. Je n'ai pas non plus vécu 13 ans sur 25, sans compagnon blanc, etc., etc. J'ai au contraire très bien vécu, aussi bien à la mine qu'à Diego Sorès, et surtout en France, où je suis allé plusieurs fois vivre la bonne vie. Au final, qu'est-ce qui reste pour conclure, qu'est-ce qui reste de Mortage? Alors à Diego, il reste les ruines de ce fameux hôtel des mines, qui est devenu Banque de Madagascar et qui est par la suite devenu l'hôtel de la marine, donc le cercle des officiers de la marine française, entre 1945 et 1973, avant d'être gravement endommagé par un cyclone en 1984, et depuis est à l'état de ruine. Il reste son kiosque à musique, qui est attenant à l'hôtel, et qui est toujours une place publique assez fréquentée. Et évidemment, à Diego, Alphonse Mortage, c'est une figure dont on entend parler. Alors vous rencontrez parfois même des gens dont le nom de famille est Mortage, il y en a plusieurs. On pourra y revenir dans les questions si vous voulez. Mais Alphonse Mortage, c'est assez paradoxalement, c'est une figure qui continue d'alimenter un certain nombre de fantasmes. Là, c'est Kassamali, qui est décédé en décembre dernier, qui était un peu l'historien local de Diego, qui était très célèbre. Il était très attaché à cette figure d'Alphonse Mortage, qu'il avait connue dans sa jeunesse, et il discutait souvent avec plaisir des mémoires de Mortage. Pourquoi? Parce que ça renvoyait à une certaine période où Diego était prospère, où l'arsenal recevait beaucoup de navires. Là, vous savez, la Sécrène, donc les chantiers navals actuellement à Diego rencontrent de graves difficultés économiques.
Et ça correspond d'une manière générale à, cet imaginaire qui est assez spécifique à la ville à cette identité qui est assez spécifique à la ville de Diego, qu'on peut qualifier d'assez, qui peut être qualifié d'assez francophile, et la place Joffre est toujours présente. Et alors qu'elle correspond, elle est inaugurée dans les années 30, 1933, justement par nostalgie pour cette période où il y avait beaucoup de militaires à Diego et donc énormément d'opportunités. Vous avez toute cette architecture coloniale aussi qui est assez propre à Diego, que vous connaissez, là c'est la rue Colbert. Et au-delà même de Diego, si vous allez sur les chantiers, sur les anciens placés de Landavaquer dans la région actuelle, là on est au cœur des placés. Alors Landavaquer et la chaîne de Landavaquer est derrière, et là vous avez une autre chaîne qui est vers le sud. Donc là on est à côté d'Ambilou, c'est pas très loin de Betsiaca, c'est vraiment au cœur des anciens placés de Mortage. Et sur place, on cherche encore de l'or. C'est assez impressionnant, il y a des trous partout. Et sur place, on connaît Mortage, y compris des chercheurs d'or assez jeunes. Et Mortage, c'est vraiment... c'est assez étonnant, mais ce mythe de Papa vous l'amène, il existe encore sur place. On est persuadé qu'il y a encore énormément d'or. Il y en a peut-être d'ailleurs, mais ça personne ne le sait, sauf ceux qui le trouvent. Et on vous présente des anciens tunnels qui sont dits de Mortage, et c'est fort probable, creusés au début du XXe siècle, donc aujourd'hui ils sont comblés. Et en fait, il y en a beaucoup dans la région, autour de Betsiac, Ambilou aussi. Là il y en a un en photo. Bon, la photo n'est pas très explicite, mais vous en trouvez beaucoup. Et régulièrement, quand les chercheurs, quand les ouvriers creusent, ils tombent sur d'anciens tunnels. Et vous pouvez même retrouver en fait les lieux là, des cartes postales que je présentais tout à l'heure. Là, c'est Andimakambil, la colline. Donc on est juste à côté d'Ambilou. C'est un lieu où il y a énormément d'ouvriers en ce moment. Et vous voyez sur cette colline qui est éventrée, les traces des anciennes tranchées qui sont probablement celles de Mortage. Vous voyez bien là, celle du milieu qui est assez impressionnante. Et à mon avis, celle de droite correspond à cette fameuse photographie. Donc vous avez sur place encore ce mythe qui est encore vivant, et les vestiges des mines de Mortage. Et donc pour conclure, peut-être les mémoires d'Alphonse Mortage, elles sont bien plus que de simples anecdotes et souvenirs vécus. À Madagascar, certains font encore de Papa vous l'amène le support d'un passé idéalisé au prisme d'un présent économique difficile dans l'extrême nord de Madagascar. Antsiranan, en mobilisant cette histoire de Papa vous l'amène, Antsiranan il redevient Diego Sorez pour retrouver son arsenal et ses mines d'or, ces fameuses années, ce début du XXe siècle. Et pour la plupart des lecteurs aussi, les mémoires sont considérées pour leur strict aspect romanesque. Vous l'avez vu, c'est cette vie qu'on a présentée tout à l'heure, qui est assez étonnante d'ailleurs. Et ce qui pourrait en être autrement, c'est-à-dire que peut-on ne pas s'attacher aux péripéties du personnage. On le voit des paquebots, des messageries maritimes aux mines d'or de Landavaquer, en passant par les locomotives de l'Himalaya, parce que bon, je n'ai pas pu tout vous raconter, il faudra lire les mémoires. En fait, les scènes qui composent le récit de voyage continuent de prêter au songe, tandis que l'aventure, comme l'hypermobilité, n'ont jamais autant été valorisées par l'industrie occidentale du tourisme. Et pourtant, dans un cas comme dans l'autre, Alphonse Mortage ne cesse de revenir sur l'exceptionnalisme qui pourrait être associé à sa vie. Il raconte qu'il était un jeune marin peu prévoyant qui, durant les tempêtes en mer, partait s'abriter avec le chien du bord au lieu de manœuvrer, parce que c'est un récit qui est assez drôle aussi. C'était un matelot militaire au temps des campagnes coloniales, qui préférait observer à longue vue les femmes nues plutôt que les navires. Il raconte tout ça dans le Pacifique. En fait, après avoir lu ses mémoires, je ne suis pas sûr que c'était vraiment un bon marin. Et en Inde, quand il raconte ses souvenirs indiens, il explique qu'il lui a fallu une simple signature pour s'engager dans une compagnie ferroviaire, pour devenir chauffeur de locomotive, tandis qu'à Madagascar, il a découvert par hasard de l'or. Et en somme, sans nier le particularisme de son tempérament, puisqu'il avait quand même un certain caractère, Alphonse Mortage se présente comme un homme qui a saisi les personnalités qui se présentaient à lui. Mais on voit bien que la recontextualisation des mémoires que j'ai entreprise dans le livre
permet de comprendre que ces différentes contingences, hein, elles ont largement été offertes par des contextes coloniaux inégaux. C'est-à-dire que son parcours est le reflet d'une époque hein, dont les discours ont à foison généré des aventuriers et des pionniers pour dominer et occuper des territoires hein, parcourus de trains et de paquebots comme nouveaux symboles de la modernité. Et à Madagascar, vous en avez beaucoup, hein, ça va de Flacourt à Laborde, à Napoléon de Lastel, Marius Cazeneuve, qui a fait l'objet d'un café histoire ici. Et ces mémoires, et celles qui les entourent, hein, sont en fait un précieux témoignage de ce que furent les aspirations du colonna à Madagascar. Et nombreux sont les explorateurs ou les industriels hein, qui ont été portés par cette narration coloniale totale, hein, qui se sont imaginés comme nouveaux rois de l'île. Encore une fois, à Madagascar, vous en avez plein, Beniowski et les autres. Hein. Et à l'opposé, hein, les mémoires sont aussi, et c'est ce qui m'a particulièrement intéressé, hein, un moyen de questionner les conséquences terribles de tous ces discours-là, de l'aventure, de ces figures de pionniers, puisque les indigènes, comme toujours, sont largement absents du récit. Hein. Lorsqu'ils travaillent au Watson Esplanade Hotel ou quand il est à l'hôtel des mines à Diego, les indigènes sont totalement invisibilisés, il n'en est jamais question, alors que ils étaient omniprésents évidemment. Et l'océan Indien d'Alphonse Mortage, celui qu'on a présenté, celui des paquebots, celui des messageries maritimes, n'était pas celui de l'ensemble de ses riverains, mais plutôt celui d'un jeune marin du Roussillon, un jeune marin catalan, hein, qui inconsciemment, il n'en avait certainement pas conscience, hein, était épris de rêves de pierre. Et relire son récit de nos jours, ses mémoires, voire les apprécier évidemment, tout en le restituant, est un moyen de prendre conscience en fait de la vision incomplète, voire problématique du monde tel que présenté dans le texte. Hein. Et donc enfin, s'y replonger, c'est l'occasion de se dire que dans leur lutte, hein, les matelots yéménites, les chauffeurs bengalis ou même les mineurs en Témour, dont j'ai parlé tout à l'heure, hein, qui accompagnent silencieusement les anecdotes et les souvenirs vécus, sont peut-être aussi de véritables aventuriers d'histoire, hein, et qu'il faut aussi leur prêter hein, cette dimension aventureuse, ces fameuses migrations d'aventure et ces imaginaires dont je parlais tout à l'heure, qui ne sont pas que l'apanage d'Alphonse Mortage et des colons de cette période. Voilà, je vous remercie.